Le mari de ma fille pensait que j'étais juste un vieux fou qui ne comprenait rien. Il se faufilait dans ma chambre quand il pensait que je dormais, fouillait dans mes affaires à la recherche de quelque chose de valeur. Mais cette nuit-là, quand il a ouvert mon tiroir pour prendre les clés du coffre-fort, son visage est d'abord devenu blanc comme un linge, puis jaune comme un jaune d'œuf. Ce qu'il a vu là a changé sa vie à jamais, et moi, j'ai juste souri dans l'obscurité. La fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche lorsque la voix de Charlie a interrompu notre conversation paisible pendant le dîner. Alors, David, ce coffre-fort à l'étage. Quel type de serrure a-t-il? Lorraine a failli s'étouffer avec son verre d'eau. Charlie, c'est quoi cette question? Mais Charlie a continué à me fixer du regard. Attendant ma réponse, il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui m'a serré la poitrine. J'ai posé ma fourchette avec précaution, gagnant du temps. Je suis juste curieux au sujet de la sécurité domestique. A-t-il poursuivi, son sourire habituel se dessinant sur son visage? Vous savez, avec tous les cambriolages dans le quartier ces derniers temps. Quel cambriolage? Ai-je demandé. Je vivais dans ce quartier depuis 15 ans. Le plus gros événement avait été le chat de Mme Anderson coincé dans un arbre le mois dernier. Charlie a balayé ma question d'un geste de la main. Oh, vous n'en avez probablement pas entendu parler. Ne le dites à personne pour éviter de semer la panique. Il se pencha en avant, les coudes posés sur ma table à manger. Mais un homme de votre âge, qui vit seul dans une maison de cette taille, vous devez avoir pris des mesures de sécurité sérieuses. Lorraine s'édandina, mal à l'aise. Papa a toujours fait très attention à fermer à clé. Oui, mais qu'en est-il de l'assurance? La voix de Charlie se fit plus insistante. Je veux dire, si quelque chose t'arrivait, Dieu nous en préserve, Lorraine aurait besoin de savoir où se trouvent toutes les affaires importantes. N'est-ce que pas? La pièce sembla soudainement plus petite. J'observai le visage de Charlie, remarquant que ses pupilles se dilataient légèrement lorsqu'il évoquait ma mort hypothétique, que ses doigts tambourinaient sur la table lorsque je ne répondais pas immédiatement. Tout est en ordre, dis-je finalement. Lorraine sait tout ce qu'elle doit savoir. Mais elle sait pour la clé. La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Lorraine nous regarda, l'air perplexe. Quelle clé? Demanda-t-elle. Le sourire de Charlie s'élargit. Celle qui se trouve dans le tiroir de la chambre de ton père. Celle qui... Comment tu sais qu'il y a une clé dans ma chambre? Mes mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu. Pendant un instant, le masque de Charlie tomba. Je vis quelque chose de froid et de calculateur passer sur son visage avant qu'il ne reprenne son air de gendre inquiet. Je cherchais de l'aspirine la semaine dernière. J'avais très mal à la tête, dit-il d'un ton suave. L'homme m'a dit de regarder dans ton armoire de toilette, mais j'ai accidentellement ouvert le mauvais tiroir. Désolé, je ne voulais pas envahir ton intimité. Lorraine acquiesça rapidement. Je me souviens de ce mal de tête. Tu souffrais vraiment, mais je me souvenais aussi de cette journée. Charlie était resté à l'étage pendant près de 30 minutes, prétextant des maux d'estomac après le dîner, suffisamment longtemps pour faire plus que chercher de l'aspirine au hasard. L'aspirine est dans l'armoire à pharmacie, dis-je doucement. Elle y a toujours été. Charlie serra les mâchoires de manière presque imperceptible. Je devais vraiment être dans les vapes à cause de la douleur. La conversation piétina après cela, mais Charlie continuait de tourner autour du pot. Il me posait des questions sur ma banque, sur les personnes qui avaient que les clés de la maison, sur mes habitudes quotidiennes. Chaque question était comme un doigt qui sondait une blessure. À la recherche d'une faiblesse, lorsque le dîner fut enfin terminé, Lorraine se leva d'un bond pour débarrasser la table. Je m'occupe de la vaisselle ce soir. Papa, tu as cuisiné, ça ne me dérange pas, répondis-je en empilant déjà les assiettes. C'était ma routine, ma façon d'assimiler les événements de la journée. Ce soir-là, j'avais particulièrement besoin du rythme familier de la vaisselle. Allez, chérie, dit Charlie à Lorraine en posant déjà la main sur son épaule. Laisse ton père s'occuper de la cuisine. Nous devrions nous reposer. Ils disparurent à l'étage et j'entendis la porte de leur chambre se fermer. Mais tandis que je frottais les assiettes, je repassais en boucle les questions de Charlie dans ma tête. Comment avait-il su pour une clé dont il n'aurait pas dû connaître l'existence? Cette mention désinvolte de ma mort et de l'héritage de Lorraine, mes mains bougeaient machinalement, lavées, rincer, sécher,
tandis que mon esprit répertoriait tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés au cours des 3 dernières semaines. L'histoire de Charlie au chômage qui ne collait pas, son intérêt constant pour ma situation financière, la façon dont il avait étudié ma maison comme s'il mémorisait les plans. Je finis le dernier verre et suspendis le torchon à son crochet. La cuisine brillait sous les lumières du plafond, remise en parfait ordre. Mais quelque chose de fondamental avait changé ce soir-là. La maison semblait différente, non pas plus sûre, mais exposée. À l'étage, j'entendis des voix étouffées à travers les murs. Puis le silence. Il était temps de voir quelles autres surprises m'attendaient dans ma propre maison. La première chose que j'ai remarquée en montant les escaliers, c'était la porte de ma chambre. Elle était légèrement entr'ouverte, laissant apparaître une bande de noir de quelques centimètres. Je me suis arrêté sur la dernière marche, la main agrippée à la rampe. Cette porte était fermée quand je suis descendu dîner. Je la fermais toujours, une habitude prise depuis 40 ans que je vivais seul, que seule la présence de ma fille dans la maison avait récemment brisé. Mais Lorraine et Charlie dormaient dans la chambre d'amis au bout du couloir. Personne n'avait de raison d'être dans ma chambre. Je restai là pendant 30 secondes, à écouter. Aucun bruit ne venait de la chambre d'amis. Aucun mouvement à l'étage, juste les bruits familiers d'une vieille maison et les battements de mon cœur qui résonnaient dans mes oreilles. J'ai poussé la porte lentement, m'attendant à ce qu'elle grince, mais elle n'a pas bougé. Les gonds étaient bien huilés, silencieux, mais entrer dans mon espace privé me donnait l'impression de pénétrer sur une scène de crime. À première vue, tout semblait normal. Le lit était encore fait, les coins bien tirés et parfaits. Mes lunettes de lecture étaient posées sur la table de chevet, là où je les avais laissées. La lampe était dans le même angle, mais mes yeux, entraînés par des décennies de vie méthodique, ont immédiatement remarqué les anomalies. La porte du placard était entr'ouverte de 10 centimètres. Je la fermais toujours complètement. Ce petit espace m'aurait dérangé toute la nuit. Les tiroirs de ma commode n'étaient plus tout à fait alignés. Le deuxième tiroir en partant du haut, où je rangeais mes papiers importants, avait été poussé négligemment. Un coin d'un dossier en papier kraft dépassait comme une langue jaune. Mon estomac se noua. Je me dirigeais vers la commode et tirais le tiroir à fond. Les dossiers à l'intérieur avaient été fouillés, puis remis à peu près dans le bon endroit. Mais pas exactement. Quelqu'un avait été minutieux, mais pas assez prudent. Les papiers de position d'assurance étaient mélangés au relevé bancaire. Mon testament, qui se trouvait normalement dans le dossier du fond, avait été déplacé vers l'avant et la petite clé en laiton que je gardais collée sous le rebord du tiroir avait disparu. Je vérifiai 2 fois, passant mes doigts sur la surface en bois où se trouvait le ruban adhésif. Rien. La clé qui ouvrait mon coffre-fort, celui dont Charlie m'avait parlé si naturellement au dîner, avait été découverte et prise. Mes mains se mirent à trembler, non pas de peur, mais de rage. Ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas opportuniste. Quelqu'un était entré dans mon sanctuaire privé et l'avait systématiquement violé, à recherche d'objets précis, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait et où le trouver. Je me dirigeais vers le coffre-fort, un modèle petit mais solide, boulonné à l'intérieur de mon dressing. La serrure numérique fonctionnait toujours, mais cela n'avait plus d'importance. Charlie avait la clé du système de déverrouillage manuel. Debout dans mon placard, entouré de décennies d'objets accumulés, je me sentais complètement exposé. Depuis combien de temps préparait-il cela? Combien de fois était-il venu ici pendant que Lorraine et moi étions en bas, cataloguant mes affaires comme des articles dans un magasin? Cette violation allait bien au-delà du vol. C'était personnel, intime. Quelqu'un avait touché mes documents privés, mes dossiers financiers, manipulé des objets qui n'appartenaient qu'à moi. Les limites soigneusement établies autour de ma vie avaient été franchies avec une précision chirurgicale, mais Charlie avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que je ne remarquerais rien, que j'étais juste un vieil homme trop confiant et trop fatigué pour prêter attention aux détails. Il avait tort. Avec beaucoup de précaution, je refermai le tiroir de la commode, le remettant dans son état initial. Je voulais que Charlie continue à croire qu'il agissait en secret. Si c'était ce qu'il pensait, je lui ai laissé croire que son intrusion était passée inaperçue. Il était libre de poursuivre ses plans comme bon lui semblait. Je comprenais mieux la situation à présent.
Il ne s'agissait pas ici de chômage ou de difficultés financières passagères. Il s'agissait d'un vol, un vol planifié et stratégique commis par un individu qui avait passé des semaines à étudier mes habitudes et mes points faibles. Quelqu'un qui partageait le lit de ma fille avec la personne qui dormait dans le couloir, comme chaque soir. J'ai baissé la lumière dans la chambre et j'ai commencé à me mettre au lit. Pourtant, comme si je jouais devant un public invisible, tout prenait une nouvelle dimension. Charlie avait-il tendu l'oreille? Comment pouvait-il savoir que j'avais découvert sa quête? J'eus une révélation soudaine en repoussant les couvertures. Dès demain, je veux commencer à rassembler des preuves. Je resterai éveillé toute la nuit à penser à demain, mais avant tout, je devais bien connaître mon adversaire. Impossible de dormir. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, mes pensées revenant sans cesse sur les révélations de la veille. Je sursautais au moindre bruit, le craquement de la maison, le souffle du vent dans les arbres, même le ronronnement discret du réfrigérateur en bas. Quelque chose bougeait en bas, des pas légers traversaient le tapis du salon, quelque chose de plus lourd et de plus déterminé. Ce n'était pas la démarche délicate de Lauren. « Salut, Charlie !» Alors que les bruits se rapprochaient progressivement de l'avant de la maison, je restais immobile, respirant délibérément, puis j'ai pu distinguer sa voix, à peine audible à travers le sol mince de la vieille maison, un appel téléphonique. « Oui, c'est moi, tout le monde dort. » À minuit, Charlie était au téléphone, parlant si doucement qu'il ne voulait pas que quelqu'un l'entende. En prenant soin de ne pas faire de bruit, je m'allongeai doucement sur le lit. En m'approchant du conduit de chauffage qui reliait ma chambre au salon en bas, je sentis le sol en bois glacé sous mes pieds nus. Le conduit vétuste faisait parfois résonner les sons de manière étrange. « Le vieil homme est vraiment plein aux as », dit Charlie. Sa voix devenant plus claire, j'ai trouvé des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement, toutes. Il s'agit d'une somme considérable. Mon cœur s'arrêta de battre. Il s'agit d'une somme considérable. Il avait de l'aide. Demain soir, dit-il, Lauren va à son club de lecture. Elle y va tous les mardis, de 19h à 21h. C'est le moment idéal. Mes mains tremblaient lorsque je pris mon téléphone sur la table de chevet et appuyai sur le bouton d'enregistrement. J'avais besoin d'une preuve de ce qui allait suivre. J'ai déjà la clé du coffre-fort. Dites Charlie, je l'ai prise plus tôt dans la journée pendant qu'il dînait. Ce vieux fou garde tout ce qu'il a de plus précieux là-dedans, de l'argent liquide, des bijoux, probablement d'autres informations bancaires, la ordure. Alors que sa voix commençait à devenir plus enthousiaste et assurée, j'appuyai sur « Enregistrer ». Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour le timing, mais mes dettes de jeu ne vont pas disparaître. Ces types ne sont pas vraiment patients. Si tu vois ce que je veux dire, il faut que ça se fasse maintenant. Des dettes de jeu, tout s'expliquait, son intention de trahir la confiance de ma fille, son approche délibérée et son désespoir. Charlie n'était pas un escroc comme les autres, piégé par sa propre stupidité. Il était dans un état de désespoir frénétique. David n'est qu'un vieux veuf solitaire, dit Charlie avec un ricanement. Probablement reconnaissant d'avoir de la compagnie, il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Bon sang. Il m'a posé des questions sur la sécurité de la maison pendant le dîner ce soir. Il m'a pratiquement donné toutes les informations dont j'avais besoin. Une colère brune poitrine et me dévora. Le mépris désinvolte dans sa voix. La façon dont il me traitait comme une blague, une cible facile. Pour continuer à enregistrer, cependant, je dus réprimer ma voix. Ce qui est génial, c'est qu'il ne se doutera jamais de la famille. Même s'il se rend compte qu'il manque quelque chose. Lauren le convaincra qu'il a juste égaré ses affaires. Tu sais comment sont les personnes âgées avec leur mémoire? Des personnes âgées, il a 66 ans, passe 96. La clarté de ma mémoire m'a permis de retenir chaque mot de notre conversation. Tu peux être sûr que d'ici jeudi, tout sera réglé. J'informerai Lauren que nous avons reçu une offre d'emploi urgente dans un autre État. Nous serons partis avant que le vieil homme ne comprenne ce qui lui arrive, a déclaré la personne à l'autre bout du fil. Charlie a écouté en silence pendant un moment. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine lorsqu'il a gloussé. Oui, eh bien, il aurait peut-être dû faire plus attention à qui il laissait entrer chez lui. C'est une leçon de vie, n'est-ce que pas? La conversation était terminée.
Après 1 minute supplémentaire pendant laquelle j'ai entendu Charlie vérifier les serrures ou les fenêtres en bas, j'ai pu distinguer ses pas prudents et silencieux alors qu'il montait les escaliers. J'ai mis mon téléphone sous mon oreiller et j'ai rapidement éteint l'enregistrement. La porte de la chambre était restée entr'ouverte depuis qu'il l'avait fouillée plus tôt. N'osant pas la refermer et avouer que j'avais observé, je restais silencieux. Je vis sa silhouette s'éloigner dans le couloir à travers l'ouverture, un léger bruissement, puis un claquement sec. La porte de la chambre d'amis était fermée. Allongé dans le noir, je réfléchis longuement à ce que j'avais appris. Des individus dangereux étaient impliqués dans les dettes de jeu de Charlie. Un complice était avec lui. Il avait l'intention de me voler demain soir lors de la réunion du club de lecture de Lorraine, puis de disparaître immédiatement après, entraînant ma fille dans le chaos qu'il avait provoqué. Cette trahison encore plus grande rendait l'intrusion dans ma chambre insignifiante. Le vol commis par Charlie n'était pas sa seule action. Il avait planifié son crime en utilisant l'amour et la confiance de Lorraine comme couverture. Son erreur, cependant, était cruciale. Pour une raison quelconque, il pensait que j'étais naïf et sans défense, comme n'importe quelle autre victime facile. Il ignorait que j'avais pris ma retraite après 30 ans de carrière comme enquêteur en assurance, et que j'avais eu affaire à plusieurs individus qui tentaient désespérément de tromper le système. Charlie avait besoin de la compagnie d'un homme âgé pour jouer à des jeux. Très bien, voyons voir à quel point il était intelligent. Allongé dans le noir, j'écoutais les aveux de Charlie sur mon téléphone, et les souvenirs de mes débuts me revenaient en mémoire. Il y a 3 semaines, je lisais le journal, mon café refroidissant à côté de moi, lorsque l'appel urgent de Lauren a perturbé mon paisible mardi matin. En voyant son nom s'afficher à l'écran, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Cependant, ce jour-là, sa voix semblait différente. Tendoué, effrayé. « Papa, je sais qu'il est tôt, Maes, » commença-t-elle avant de s'interrompre, luttant pour retenir ses larmes. J'avais déjà pris mon chéquier lorsque je répondis. « Et de combien ? Charlie a perdu son emploi le mois dernier. Nous essayons de nous débrouiller. Mais nous avons du retard dans le paiement de l'hypothèque. » Sa réponse fut catégorique. « 3 mois. Papa, je suis désolé de te déranger. Mais est-ce qu'on pourrait venir chez toi jusqu'à ce que Charlie trouve un nouveau boulot ?» Le soulagement sur son visage quand j'ai dit oui m'a fait mal. À 32 ans, ma chérie était trop fière pour demander de l'aide avant d'être complètement dépassée. Elle pouvait sûrement rentrer à la maison. Je serais ravi de lui donner un coup de main. Quelque chose dans la situation de Charlie me tracassait. Même à ce moment-là, Lauren m'a dit qu'il travaillait pour le même employeur depuis 8 ans. Il était chargé de l'évaluation professionnelle des employés. Son licenciement avait été un choc total. Mais Lauren était restée vague lorsque je lui avais demandé des détails. Elle m'avait dit que Charlie s'occupait des finances et de la recherche d'emploi. Elle comptait sur lui pour résoudre ce mystère. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû creuser davantage. Leur camion de déménagement était trop chargé pour une simple visite. Mais ils se sont finalement présentés 3 jours plus tard, les larmes aux yeux. Lauren m'a serré dans ses bras sur le porche, me répétant sans cesse sa gratitude. Charlie, en revanche, était plus calme, sa poignée de main ferme mais rapide, et le regard intense et déconcertant qu'il a jeté sur ma maison aurait dû m'inquiéter. « Jolie maison, David », avait-il dit en entrant dans mon salon, peut-être pour l'évaluer. Ma première réaction a été de la pure curiosité, mais je me rends compte maintenant que cela doit valoir une petite fortune sur le marché actuel. Puis j'ai compris, depuis le début, il faisait des calculs, des évaluations et des plans afin qu'ils se sentent chez eux. J'ai réorganisé mon emploi du temps quotidien pour accueillir 3 personnes au lieu d'une seule, et je me suis assuré que le placard réservé aux invités était suffisamment spacieux. Lauren s'est sentie comme chez elle. Charlie, en revanche, m'avait posé des questions incessantes sur mes habitudes bancaires, mes habitudes d'achat. Si je gardais de l'argent liquide à la maison, mon horaire de surveillance du quartier et quels voisins étaient chez eux pendant la journée. Elle connaissait bien la maison et mes habitudes. Toutes ces questions étaient raisonnables de la part d'une personne qui essayait de s'installer dans une nouvelle maison, mais leur innocence était complètement ternie. Son offre de m'accompagner à la banque ce matin-là me revint à l'esprit. Il m'avait demandé s'il pouvait m'éviter un trajet. Pendant que je faisais un dépôt à la banque, il se tenait près du guichet
m'observait et me posait des questions insignifiantes sur les différents types de comptes que j'avais et sur mon coffre-fort. Je lui ai répondu: je dois de toute façon mettre à jour mon adresse auprès de l'agence pour l'emploi. Je voulais croire en l'amour de ma fille et de Lauren pour lui, alors j'ai ignoré les signes avant-coureurs. Il n'y avait pourtant aucun doute sur son addiction au jeu. Chaque fois qu'un appel arrivait, Charlie se glissait discrètement dehors ou dans une autre pièce pour répondre. Il prétextait des raisons professionnelles, comme des opportunités d'emploi ou des relations professionnelles. Son comportement avait changé, ses épaules étaient tendues et il marchait de manière agitée après ses appels. Ce que j'avais remarqué au cours des 2 dernières semaines, plusieurs sociétés de cartes de crédit et agences ou des agences de recouvrement ont envoyé des documents financiers à Charlie par la poste pour une raison quelconque. Je pensais qu'il changeait simplement son adresse après qu'il ait perdu son emploi. Soudain, j'ai compris. Il s'agissait de relance, d'ultimatum et de menaces. Lauren n'était au courant de rien. Elle avait toute confiance en Charlie et acceptait ses réponses sans poser de questions. Elle croyait en sa parole lorsqu'il lui disait qu'il gérait leur argent. Elle l'encourageait lorsqu'il lui disait qu'il avait du potentiel malgré un marché du travail difficile. Elle ignorait totalement que la maison de son enfance était surveillée comme une cible et que son mari était criblé de dettes de jeu. Ma fille, si confiante et aimante, était victime d'une couverture parfaite pour un vol. Cette idée m'a ramené brutalement à la réalité. Dans ma chambre sombre, où pesait le poids de la confession de Charlie, que j'avais filmée avec mon téléphone, dans 12 heures, il avait l'intention de me dépouiller. Il avait l'intention de s'enfuir avec Lauren dans 36 heures, de l'empêtrer dans sa toile de mensonges et de dettes. Cependant, il avait commis une erreur de jugement désastreuse. Il pensait que j'étais simplement un vieil homme introverti qui aimait la compagnie, mais qui était facile à tromper. Personne n'était seul. J'ai pris mon temps, j'étais très attentif. Cela fait 30 ans que je côtoie des personnes qui se croient plus intelligentes que tout le monde. Le plan pour demain soir était que Charlie me vole. Bon, je vais essayer. Mais certains vieillards ont du mordant, et il était sur le point de le découvrir. Comme d'habitude, je me suis réveillé à 6h30. Bien que l'heure affichée ait dissipé mes craintes, ces images sur mon téléphone semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. La voix de Charlie, aussi radieuse qu'un rayon de soleil, se préparait à me voler ce soir. Je me suis mis au travail avec mon petit déjeuner habituel, toast et jus d'orange. Après avoir allumé la cafetière, toujours la même chose depuis 3 semaines, j'ai souri largement lorsque Lorraine a bâillé et m'a remercié dans son peignoir. Ma chérie, tu as bien dormi. Absolument. Je te suis tellement reconnaissante de nous avoir permis de rester ici. Papa, Charlie réapparut 20 minutes plus tard. Les cheveux encore humides après la douche, il semblait bien reposé, sûr de lui et organisé. En s'installant dans son fauteuil, il dit: quelle belle matinée. Qu'est-ce que c'est que vous avez prévu pour aujourd'hui? Demandai-je en posant délicatement son café sur la table. Oh, comme d'habitude, je ferai peut-être quelques courses plus tard, dit Charlie, son expression devenant un peu plus sérieuse. Juste quelques petites choses, mais que quelques délais. Peut-être la quincaillerie ou la banque. J'observais son expression pendant qu'il énumérait sa liste de courses près de son œil gauche. Un petit muscle tremblait. Charlie se pencha en avant et dit: la banque. Rien d'excitant, dis-je. Tout va bien financièrement, demanda Lorraine en riant. Papa a toujours été paranoïaque à l'idée de vérifier ses comptes en personne. Une vieille habitude. Pas paranoïaque, dis-je doucement. Prudent. Charlie acquiesça joyeusement. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Tout à fait. L'usurpation d'identité. Les arnaques en ligne, c'est la jungle dehors pour quelqu'un de ton âge. Une personne jeune, cette indifférence cruelle dissimulée sous une inquiétude infondée, était de nouveau présente. Charlie poursuivit: j'ai réfléchi à la sécurité de ta maison. Tant qu'on parle de prudence, ce quartier semble plutôt calme, intervint Lauren. Et il est tout à fait. Tout à fait. Charlie ignora les avertissements de sa femme. Papa vit ici depuis 15 ans, sans aucun problème. Il se concentra sur moi et dit: tout de même, un homme qui vit seul, avec des objets de valeur dans sa maison, mieux vaut être préparé. Tu as parlé du coffre-fort à l'étage. C'est là que tu gardes tous tes documents importants. J'ai réfléchi à ma réponse tout en sirotant mon café avec précaution.
Certaines choses, oui. Et l'argent liquide. Je veux dire, si les banques ferment ou s'il arrive quelque chose, c'est prudent d'avoir des fonds d'urgence à disposition. Son audace était incroyable. Il voulait que je fasse l'inventaire de mes biens afin de pouvoir les récupérer pendant qu'il mangeait le petit déjeuner que je lui avais préparé. Je me contentais de répondre. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Charlie changea de stratégie. Je n'avais pas abordé le sujet auparavant, mais j'acquiesçais quand même. Vous m'avez dit la semaine dernière que vous aviez le sommeil profond. C'est une bonne chose. Je m'inquiète pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se reposer correctement. Oh, oui, une fois que je suis couché, je suis mort. Surtout ces derniers temps, je suis tellement fatigué le soir. À votre âge, c'est normal, a dit Charlie. Lorraine lui a jeté un regard et a dit « Votre corps a besoin de plus de repos ». Je me suis empressé d'ajouter « Non, non, il a raison. Charlie avait été impoli. D'habitude, je prends quelque chose pour m'aider à dormir. Ça me fait dormir jusqu'au matin. » Charlie se détendit considérablement. C'était parfait. Il devait penser que je serais indifférent et inconscient ce soir. En me levant pour faire la vaisselle, je dis « Bon, je vais vous laisser planifier votre journée. Je vais probablement me coucher tôt ce soir. Toutes ces activités familiales m'ont fatigué plus que d'habitude. C'est parfait. » « Papa, » répondit Lauren. Lorsque je demandai à Charlie de m'aider à apporter la vaisselle dans la cuisine, il répondit « Tu mérites de te reposer. » Je remarquai qu'il regardait sans cesse vers l'escalier, puis vers ma chambre, comme s'il préparait quelque chose. « Tu sais, » dit-il d'un ton désinvolte, « je vais peut-être rester debout tard ce soir pour regarder la télévision dans le salon. Je suis un peu noctambule. » Il était, bien sûr. J'acquiesçai et souris. La télécommande est sur la table basse. Fais comme chez toi. Charlie dit qu'il devait téléphoner à quelqu'un au sujet d'une opportunité professionnelle après le petit déjeuner. Lauren décida de faire le tri dans les affaires qui se trouvaient dans la chambre d'amis. Je m'installai près de la fenêtre. Je pense que je vais m'occuper de ces courses tout de suite, leur ai-je dit. Charlie regardait par la fenêtre du deuxième étage alors que je sortais de l'allée en disant « Profitez bien de ce moment de tranquillité tous les deux. » La fenêtre de ma chambre, pas celle de la chambre d'amis. J'ai serré plus fort le volant. J'attendais avec impatience l'arrivée de ce soir. Ma première destination était la quincaillerie. Je devais avant tout rassembler le matériel nécessaire, mais aussi planifier tout ce qui allait suivre. Pendant le petit déjeuner, Charlie m'avait clairement fait part de ses intentions. Pendant que je serais censé dormir profondément grâce à mes médicaments, il comptait s'introduire dans ma chambre, trouver la clé qu'il avait vue quelques semaines plus tôt et ouvrir mon coffre-fort. Un crime simple et pur. Perpétré contre un vieil homme. Knife. Mais la clé avait disparu. Je n'avais pas fermé l'œil depuis l'appel de Charlie. Alors je l'avais déplacée à 5 heures du matin. Sous un enchevêtrement d'élastiques et d'attaches, la petite clé en laiton reposait désormais en sécurité dans le tiroir à déchets de ma cuisine. Charlie pouvait passer toute la journée à fouiller le tiroir de ma chambre à la recherche de ce qu'il voulait. Il n'y trouverait rien. Mais cela ne me suffisait pas. Mon objectif était de le démasquer, de le prendre en flagrant délit et de l'humilier. J'espérais trouver une preuve si flagrante que même Lorraine ne pourrait douter de la véritable nature de son mari. Il me fallait un canon à confetti, comme ceux utilisés lors des fêtes de révélation du sexe, à ressort et conçu pour faire un grand désordre avec peu d'efforts. J'en ai trouvé un dans le rayon article de fête d'une quincaillerie. Il était parfait. J'ai également trouvé des paillettes extra fines, du genre qui s'accrochent à tout et ne s'enlèvent jamais complètement. Et j'en ai pris un sac. J'ai choisi les couleurs argent et or, car Charlie aurait dû s'habiller en cambrioleur si c'était son objectif. La maison était déserte lorsque je suis rentré sur le comptoir de la cuisine. J'ai trouvé une lettre de Lauren qui disait « Je suis allé faire les courses avec Charlie. Je serai de retour à 14 heures. Je t'aime. » Parfait. J'avais 3 heures devant moi. J'ai minutieusement démonté le canon à confetti dans mon atelier au sous-sol. Le mécanisme était d'une simplicité exquise. Un piston qui, lorsqu'il était soumis à une pression suffisante, déclenchait un ressort. J'ai fabriqué un mélange de paillettes à la place des innocents confettis en papier, en ajoutant juste la quantité nécessaire pour recouvrir complètement quelqu'un sans le blesser. Le plus difficile était de régler le mécanisme avec précision.
Je voulais que cela se déclenche dès que Charlie mettrait la main dans le tiroir de ma commode, et pas au hasard. J'ai déterminé la sensibilité adéquate après de nombreuses expériences à l'aide d'une cuillère en bois. L'installation exigeait une grande précision. J'ai installé le canon modifié dans le tiroir de ma commode de manière à ce qu'il se déclenche si quelqu'un passait la main à l'arrière, là où la clé avait été cachée, pour quiconque regarde à l'intérieur. Le contenu du tiroir semble tout à fait normal. Vous y plongez la main avec détermination, vous fouillez avec attention et surprise, vous trouvez quelques vieilles photos, des boutons et des objets divers. À l'aide d'une règle pour imiter le mouvement de Charlie, j'ai vérifié 3 fois la configuration. À l'endroit précis où se trouveraient le visage et les mains d'un intrus, un nuage de paillettes était libéré à chaque test. Après une simple réinitialisation, le gadget est maintenant prêt à fonctionner de manière optimale. Il ne restait plus qu'à placer la clé. J'ai placé une fausse clé, une vieille clé de valise qui ressemblait suffisamment à une vraie pour tromper quelqu'un pressé, près de l'avant du tiroir. Charlie la verrait, la saisirait avec assurance et me mettrait dans l'embarras. C'est dans la psychologie que résidait toute la beauté de l'opération. Charlie espérait garder le secret, triompher et agir en toute discrétion. Un vol discret et rapide était prévu dans son budget, mais contre toute attente, une explosion de paillettes allait le marquer comme un kit de teinture pour les braqueurs de banque. À 13h45, tout était en place. Le tiroir tueur semblait normal et inoffensif. Un piège mortel était prêt. Ce soir, Charlie allait entrer dans ma chambre, pensant découvrir une proie sans défense. Au contraire, il allait découvrir la justice pure. J'entendis des portes claquer dans l'allée après leur expédition shopping. Lauren et Charlie se sentaient probablement chez eux. Comme d'habitude, à l'insu de Charlie, la scène de son crime s'était transformée en piège mortel. Avec mon plus beau sourire de grand-père, je refermai doucement le tiroir de la commode et descendis les escaliers pour les rejoindre. Je savais que cela allait être passionnant. Je dois aller faire une course, ai-je dit après le déjeuner. Lauren a levé les yeux de son sac de course et m'a répondu. Ne sois pas trop long. Tu as besoin d'aide? Papa, je vais juste chercher quelque chose au magasin d'électronique. Reposez-vous. Vous avez assez fait les courses pour aujourd'hui. Je détectai une lueur de curiosité dans les yeux de Charlie, qui levait à peine les yeux de son téléphone. Le vieil homme était probablement en train de vérifier l'image mentale qu'il se faisait de ma routine lorsqu'il faisait des courses seul et laissait la maison sans surveillance. J'avais besoin d'une caméra de sécurité pour ma chambre, et le jeune homme qui m'aidait chez Best Buy, Marcus, n'a pas sourcillé. Il y a beaucoup de cambriolages dans votre quartier, m'a-t-il demandé. Oui, quelque chose comme ça. Marcus m'a ensuite montré plusieurs modèles, en précisant, je veux quelque chose de petit, avec une bonne vision nocturne et sans fil. J'ai jeté mon dévolu sur un petit modèle avec une autonomie de 8 heures, un détecteur de mouvement et une connexion à un smartphone. La caméra, qui se fixait à l'aide d'aimants, était à peu près de la taille d'un jeu de cartes standard. Il serait judicieux de vérifier son emplacement, a déclaré Marcus. L'application vous permet de voir exactement ce que la caméra filme en temps réel, exceptionnel. Telle une arme secrète. La caméra était dans sa boîte à côté de moi lorsque j'ai pris le volant pour rentrer chez moi, après avoir payé en espèces. Une fois arrivé, je suis entré dans le salon et j'ai trouvé Charlie et Lauren plongés dans la télévision. Au lieu d'être des cambrioleurs se préparant à commettre un crime, ils semblaient détendus et domestiques, comme n'importe quel autre couple rendant visite au père de Lauren. Je me suis excusé et je suis monté à l'étage, leur disant que j'allais juste faire une petite pause. Une fois dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis mis au travail, me disant « Toutes ces courses m'ont épuisé ». La caméra devait filmer Charlie à son approche de la commode, enregistrer sa réaction lorsqu'il ouvrait le tiroir, puis se dissimuler complètement afin de pouvoir filmer l'explosion de paillettes qui suivait. À l'aide de l'application sur mon téléphone, j'ai essayé plusieurs positions. L'angle était mauvais au-dessus de ma bibliothèque, perché sous ma lampe. Elle était trop visible. J'ai finalement trouvé l'emplacement idéal, coincé entre 2 livres sur ma table de chevet, avec un angle qui me permettait de voir la commode et le point central de la pièce. La fixation magnétique tenait bien en place et le boîtier noir élégant de la caméra se fondait dans les dos des livres.
Le matériel de surveillance était indétectable à moins de le chercher expressément. J'ai passé 20 minutes à régler l'angle à l'aide de l'application afin d'obtenir la meilleure couverture possible. Bien qu'il soit suffisamment sensible pour s'activer dès qu'une personne entre dans la pièce, le détecteur de mouvement n'est pas trop sensible, ce qui évite de capturer par erreur les bruits ambiants ou les mouvements naturels. Nous avons donné la priorité à l'autonomie de la batterie. D'ici le départ de Charlie, qui pourrait avoir lieu dans 8 heures, la caméra devait être suffisamment résistante. Pour économiser de l'électricité, je l'ai mise en mode activation par mouvement et j'ai éteint les lumières pour voir comment elle fonctionnait dans la pénombre. L'image infrarouge était très nette. L'expression de Charlie serait impossible à cacher lorsqu'il déclencherait mon piège. J'ai également vérifié que la fonction d'enregistrement pouvait capter tous les mots que Charlie prononcerait pendant qu'il commettrait son crime en testant la qualité audio. Les individus désespérés se parlent parfois à eux-mêmes. J'aurai ainsi une preuve de tout ce qu'il pourrait dire qui pourrait le condamner. Simple et élégante. L'installation était parfaite. Charlie allait entrer dans ma chambre en s'attendant à trouver une obscurité totale et un silence complet. Au contraire, il serait filmé dès qu'il mettrait le pied à l'intérieur. Des preuves visuelles, auditives et tactiles seraient magnifiquement réunies dans la vidéo qui enregistrerait ses recherches, sa découverte de la fausse clé, le moment où il ouvrirait le tiroir et l'explosion de paillettes qui s'ensuivrait. Après avoir soigneusement placé quelques livres pour dissimuler la caméra, je reculai pour admirer mon travail. Tout semblait normal, juste la chambre d'un vieil homme, prête pour une bonne nuit de sommeil. J'entendis Lorraine et Charlie discuter à voix basse de leurs projets pour la soirée. Charlie comptait probablement les minutes avant de pouvoir passer à l'action. La fenêtre s'était transformée en trappe et il n'en avait pas conscience. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Je voyais bien grâce à la caméra. L'enregistrement était activé et la batterie était complètement chargée. Tout était prêt. Charlie allait révéler son vrai visage ce soir et chaque seconde serait enregistrée en haute définition grâce à la technologie moderne. Le spectacle pouvait commencer. Charlie vérifiait souvent son téléphone pendant le dîner, tandis que Lorraine parlait des changements dans le quartier. En tant que grand-père épuisé, je pensais que mon rôle était parfait et j'étais prêt à me coucher tôt après une longue journée. À 20 heures, le salon était devenu notre nouveau foyer. Pendant que je m'installais dans mon fauteuil inclinable habituel et faisais semblant de me masser les tempes, Lorraine se blottissait avec un livre. Longue journée, murmurai-je. Charlie a levé les yeux de son téléphone dès qu'il a parlé. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir. Sa proposition est sortie de nulle part, mais il a délibérément gardé un ton décontracté. En fait, David, j'espérais qu'on pourrait prendre un verre ensemble. Tu sais, pour passer un moment entre beau-père et gendre. Trop désinvolte. Lorraine a répondu avec un petit sourire. Son expression trahissant son manque d'intérêt pour le sujet. Vous devriez passer plus de temps ensemble. Il y avait une bouteille de Macallan dans ta cuisine, et Charlie ne pouvait s'empêcher d'y penser. Je gardais un visage impassible tout en étant secrètement fasciné par la description. Un produit haut de gamme. Parfait pour un dernier verre. Vous le moment, l'idée et la référence particulière à un whisky coûteux. Charlie avait probablement préparé cette discussion depuis le petit déjeuner. Il n'y avait pas de place pour le hasard. Mes médicaments ne se mélangent bien avec l'alcool. Alors j'ai dû répondre. C'est gentil. Mais je ne peux pas. Charlie a répondu par un sourire presque imperceptible. Allez, un petit verre. Ça ne fera pas de mal. On est presque une famille. Vraiment, je devrais éviter complètement. Papa a raison, a dit Lorraine. Mais Charlie n'était pas du genre à abandonner facilement. Le médecin a été très clair au sujet de tes médicaments pour la tension artérielle. Pourquoi ne pas prendre juste un petit verre pour fêter ça, dit-il, marquant une pause pour réfléchir à quelque chose dont il pouvait être reconnaissant. À la famille, la formulation était assez directe. Si j'avais été plus conventionnel, j'aurais poliment décliné votre offre initiale. Charlie insistait parce qu'il voulait que je consomme une certaine boisson qui me garantirait une bonne nuit de sommeil. Il se leva et dit « Écoutez, je vais vous dire… » Avant que je puisse objecter, il se glissa dans la cuisine en disant « Je vais me servir un verre et on pourra s'asseoir et discuter. Tu n'es pas obligé de boire. » Le bruit d'une porte qui claque et d'un verre qui se brise parvint à mes oreilles.
Il revint avec 2 verres, l'un rempli d'un liquide ambré, l'autre vide. J'ai changé d'avis, dit-il en reprenant place sur le canapé. Je t'ai juste versé un fond pour le toast. À peine une cuillère à café. Il tendit le deuxième verre. On aurait dit que le whisky à l'intérieur reflétait la lumière de l'ampoule. Les individus désespérés avaient généralement tendance à devenir négligents. C'était mon expérience après 30 ans d'enquête sur les fraudes à l'assurance. Charlie, je ne peux vraiment pas, dit-elle. Juste un peu, dit-il. Lauren, dis à ton père qu'un peu ne lui fera pas de mal. Lauren jeta un coup d'œil vers nous, sentant une tension invisible. Tu devrais peut-être respecter la décision de papa s'il dit non. Charlie serra les mâchoires. Son masque tomba complètement pendant un instant. La frustration. Le calcul et une pointe de terreur traversèrent son visage sous mon regard. Je me levai lentement et dis « Tu sais quoi ?» À ce moment-là, un changement soudain dans le langage corporel de Charlie révéla son épuisement. Je suis plus fatigué que je ne le pensais. Je crois que je vais prendre un somnifère et me coucher. Un somnifère, le médecin me les a prescrits le mois dernier. Ils sont très puissants. Ils m'assomment complètement. Je serai mort jusqu'au matin. Charlie avait l'air soulagé. Ça me semble parfait. Tu devrais dormir un peu. Bonne nuit. Papa, dit Lorraine en m'embrassant sur la joue. À demain matin, je fis semblant de descendre lentement les escaliers, m'arrêtant pour m'appuyer sur la rampe, comme un vieil homme fatigué. Je me retournai en haut. Je suivis ma routine habituelle avant d'aller me coucher, comme me changer, me brosser les dents et baisser le lit. Mais je m'assurai également que mon appareil photo était bien à sa place et que le piège à paillettes était installé. Ne restez pas debout trop tard. Vous deux, Charlie, serre-toi dans la cuisine. Merci, David. Bonne nuit. Je sortis du lit, me déshabillai et me positionnai de manière à pouvoir voir le couloir à travers la porte entr'ouverte. Puis j'éteignis la lumière de la chambre. D'en bas, je pouvais entendre Charlie et Lauren parler à voix basse. Les pas de Lauren qui montaient et descendaient les escaliers. Et enfin, le bruit de la porte de la chambre d'amis qui se fermait. En basse, Charlie attendait, gardant peut-être un œil sur l'horloge pour voir combien de temps il faudrait avant que mon somnifère fasse effet. Mon téléphone a été examiné. Dans une vision nocturne très claire, la caméra a capturé ma chambre déserte. Le piège était tendu, tout était prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre que mon gendre me montre qui il était vraiment. J'ai détecté le premier grincement dans l'escalier. Pendant ce qui m'a semblé être des heures, je suis resté allongé, prêt à jeter un œil dans le couloir à travers la porte entr'ouverte. Les images en direct de la caméra de mon téléphone révélaient ma chambre déserte, éclairée par la lumière vive, tel un maître voleur. Charlie plongea sous les marches pour éviter les points faibles. Au cours de son séjour de 3 semaines, il s'était familiarisé avec les particularités de ma maison, notant chaque bruit susceptible de révéler sa présence. Sous son poids, le plancher du couloir devant ma chambre gémit, puis redevint silencieux. Il veillait à ce que son histoire sur la drogue soporifique ait l'effet escompté. L'avenir de mon enfant était en jeu, alors je régulais ma respiration pour qu'elle soit profonde et régulière. C'était le rôle de ma vie. La poignée de ma porte était aussi froide qu'un glacier. Dans la faible lumière de la veilleuse du couloir, la silhouette de Charlie apparut dans l'embrasure de la porte. Pendant 30 secondes, il restait immobile, observant mon corps qu'il croyait inconscient. Après s'être assuré que j'étais bien inconscient, il se glissa à l'intérieur, se croyant désormais invisible et intouchable. Charlie marchait avec l'assurance d'un prédateur. Ses ombres et les bruits qu'il produisait me permettaient de suivre chacun de ses mouvements. Même si ses vêtements noirs le rendaient presque invisible, il s'approcha avec assurance de ma commode, comme s'il avait planifié chaque mouvement. Après avoir repéré les lieux pendant 3 semaines, il savait exactement où trouver la clé de mon coffre-fort. Ma sécurité et les économies de toute ma vie. Je le vis se placer face à la coiffeuse. Il se dirigea droit vers le deuxième tiroir, celui qui contenait ma clé secrète et son incroyable surprise. Le tiroir. Charlie sembla victorieux pendant un instant, avec assurance. Il fouilla à l'intérieur, ses doigts cherchant la clé métallique qui mettrait fin à tous ses problèmes. Il avait trouvé son but. C'est à ce moment-là que ma bombe à confetti a explosé. Bam!
Comme un mini-canon associé à un accessoire de fête, le bruit était fantastique. Charlie était recouvert de confettis scintillant de la tête aux pieds, tandis qu'un magnifique nuage de paillettes argentées et dorées explosait. La détonation résonna comme des coups de feu lors d'une fête, alors que les paillettes tombaient sur ses cheveux, ses vêtements et son visage horrifié. Charlie trébucha en arrière et hurla de rage. On aurait dit qu'il avait été frappé par une explosion dans un magasin d'artisanat. Il était devenu une boule à facettes ambulante. Les paillettes collaient à tout, et il s'écria « Qu'est-ce que c'est que ça ?» En les essuyant précipitamment, je me redressai, surpris et perplexe, et exécutai mon réveil avec la précision d'un oscarisé. Je demandai « Qu'est-ce que c'était ?» en me précipitant vers la veilleuse à côté de moi. « C'était quoi ce bruit ?» demandai-je. Les lumières de la chambre s'allumèrent, illuminant Charlie dans toute sa splendeur éblouissante. Tenant la fausse clé que j'avais disposée comme appât, il se tenait immobile à côté de ma commode, couvert de confettis de fête de la tête aux pieds. « Charlie !» Je le regardais avec stupéfaction. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» dit-il en ouvrant et fermant la bouche à plusieurs reprises. Des flocons de neige tombaient de sa couronne de boucles. J'ai entendu un bruit, marmonna-t-il avec crainte. Je pensais que quelqu'un était en train de cambrioler la maison. « Cambriolage ?» dis-je, mon expression trahissant ma perplexité, tandis que je jetais un coup d'œil autour de la pièce. « Et tu t'es retrouvé tout scintillant ?» dit Charlie, comprenant parfaitement l'ampleur de sa métamorphose en regardant son reflet, avec des paillettes argentées et dorées recouvrant chaque centimètre carré de son corps. Il ressemblait à une décoration de Noël cassée, un faible. Il y avait une sorte de piège, fut tout ce qu'il parvint à articuler. Un piège, dis-je en penchant la tête comme un enfant. Dans ma chambre, on entendait des bruits de pas dans le couloir. L'explosion avait réveillé Lauren, qui se dirigeait vers la chambre pour voir ce qui se passait. Les yeux paniqués de Charlie s'écarquillèrent. À 3 heures du matin, tu as volé ton beau-père et tu t'es retrouvé couvert de matériel artistique. Comment t'expliquer ça ? Dit Lauren d'une voix qui trahissait son inquiétude grandissante. David, que se passe-t-il ? Charlie tenta frénétiquement de s'expliquer, mais rien de plausible ne sortit de sa bouche. Alors qu'il trahissait notre famille, il avait été pris en flagrant délit. Ou plutôt, les mains pleines de paillettes, j'ai esquissé un petit sourire en entendant des pas dans le couloir. Il était clair que la justice était d'une éclatante beauté. Lauren s'est précipitée vers la porte et a demandé « Papa ?» Ça va, tout en nouant frénétiquement la ceinture de son peignoir. Après cela, elle se figea, prenant tout en compte, moi, assis dans mon lit, l'air perplexe et inquiet. Charlie, debout à côté du tiroir ouvert de ma commode, couvert de confettis scintillants, comme s'il avait été plongé dans un magasin d'artisanat, se couvrant de la tête aux pieds. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» dit Lauren avec un soupçon de surprise. Elle demanda « Charlie, pourquoi es-tu ? Pourquoi ressembles-tu à une décoration de Noël ?» Charlie remuait les lèvres sans un mot, essayant d'expliquer. À chaque mouvement, des paillettes tombaient de ses cheveux et atterrissaient sur le tapis de ma chambre, comme une joyeuse chute de neige. Finalement, il parvint à articuler. Il y avait un bruit, sa voix se crispant à chaque mot. « Je suis arrivé à 3 heures du matin pour voir comment allait ton père, dit Lauren d'un ton agacé. Une sorte de dispositif de sécurité, expliqua Charlie précipitamment en brossant furieusement ses vêtements étincelants. Et tu t'es retrouvé couvert de... Qu'est-ce que c'est ? Des paillettes. Lauren jeta un coup d'œil à Charlie, puis au tiroir ouvert de la commode, avant de se tourner vers moi et de demander « Papa, tu as des dispositifs de sécurité dans tes meubles ?» Je gardais mon air perplexe et démodé. Ça s'est déclenché quand j'ai ouvert le tiroir. Passe à ma connaissance, ma chérie. Je dormais profondément jusqu'à ce que l'explosion me réveille. Alors, Charlie, pourquoi étais-tu dans le tiroir de sa commode ? Demanda Lauren d'un ton nouveau et soupçonneux que je ne lui avais jamais entendu auparavant, un ton protecteur. Au fil du temps, le récit de Charlie commença à s'effriter. Je cherchais quelque chose pour t'aider à dormir. Tu te tournais et te retournais dans ton lit. Et j'ai pensé que David avait peut-être des somnifères. Des somnifères ? Demanda Lauren en haussant un sourcil. Dans la commode de sa chambre, dit la femme avec curiosité. Je pensais que peut-être
Charlie fit un geste hésitant vers le tiroir, faisant tomber d'autres paillettes sur le sol. Charlie, dis-je doucement, mes médicaments sont dans l'armoire de la salle de bain. Ils ont toujours été là. Le silence qui suivit était lourd de conséquences. Lorraine nous jeta un coup d'œil, son visage passant de la perplexité à une attitude plus déterminée. Très bien, donnez-moi un moment pour comprendre, dit-elle lentement. Vous avez quitté notre lit à 3 heures du matin. Vous êtes entré dans la chambre de mon père pendant qu'il dormait. Et vous avez ouvert le tiroir de sa commode à la recherche de médicaments que vous saviez ne pas être là. Ce n'est pas... Alors c'est quoi? Le ton de Lorraine s'éleva considérablement. Charlie devint plus désespéré et dit « Parce que de mon point de vue, on dirait que mon mari fouillait dans les affaires personnelles de mon père au milieu de la nuit. » Lauren, comprends que je voulais seulement t'aider, l'interrompis-je doucement. Mais pourquoi faire? Exactement, demanda-t-elle. Charlie jeta un regard curieux entre nous et dit « Qu'espérais-tu trouver dans ce tiroir ?» Le ton accusateur de la question resta suspendu dans l'atmosphère. « J'ai » balbutia-t-il. J'étais déconcerté et confus. « J'ai cru que quelqu'un était en train de cambrioler la maison, » déclara Lorraine d'un ton solennel. « Et tu as fini par fouiller dans les meubles de la chambre de mon père ?»« Non. Je ne cherchais rien. » « Alors pourquoi as-tu ouvert le tiroir de sa commode ?» Charlie serrait les poings pour retenir ses larmes. « Pourquoi me poses-tu des questions comme ça? Je suis ton mari. » Lorraine ressentit l'impact de sa rage protectrice comme une blessure. Quand elle recula d'un pas, je vis son visage changer, comme si les fondements de leur confiance commençaient à se fissurer. « Tu as raison, dit-elle doucement. Tu es mon mari. C'est pourquoi je te demande de m'expliquer pourquoi tu te trouves dans la chambre de mon père à 3 heures du matin, couvert de matériel de bricolage, la main dans son tiroir privé. Charlie semblait pris au piège, écrasé par le poids de ses propres justifications ridicules, comme pour prouver sa culpabilité. Des paillettes continuaient tomber de ses vêtements. « Je peux tout expliquer, supplia-t-il frénétiquement. « Alors vas-y, fais-le, dit Lorraine en croisant les bras, parce qu'en ce moment, je ne comprends vraiment pas ce que mon mari faisait ici. » Je vis l'instant précis où l'instinct de défense de ma fille se détourna de Charlie pour se porter sur moi. L'instant où elle commença à voir cette situation comme un danger pour son père, plutôt que comme un simple malentendu. Charlie le vit aussi, car ses remarques suivantes étaient teintées de peur. « Lauren, tu dois me faire confiance, mais la confiance perdue, causée par de fausses promesses et des paillettes, est difficile à regagner. » Lorraine ne quittait pas Charlie des yeux, et je pouvais sentir ses pensées passer en revue toutes les informations dont elle avait besoin, mais qu'elle refusait d'accepter à cause de ses émotions. « Charlie, tu dois me dire la vérité maintenant. Que faisais-tu vraiment dans la chambre de mon père ?» continua-t-elle lentement, d'une voix à peine audible. « Je savais que le moment était venu, » répondit Charlie en ouvrant lentement les lèvres. Ma fille ne méritait pas de voir son mari répandre davantage de mensonges. Quelle que soit la douleur, elle méritait de connaître la vérité. Alors que je prenais délicatement mon téléphone posé sur la table de chevet, je murmurai à Lorraine. « Il y a quelque chose que tu dois entendre. » Le visage de Charlie pâlit sous les paillettes. « David, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi ?» La voix de Laurent devint perçante et abrupte. « Tu ne sais pas quoi ?»« Charlie, j'ai affiché la vidéo de la nuit dernière et récupéré mon téléphone. Chérie, j'ai enregistré quelque chose hier soir. Une conversation téléphonique? Je pense que tu devrais l'écouter. »« Non !» répondit Charlie instantanément. « Lauren, quoi qu'il pense avoir entendu... »« Taise-toi !» cria Lauren, le regard fixé sur moi. « Papa, lance la lecture. » J'appuyai sur « Play ». Une voix forte et cinglante, celle de Charlie, résonna dans toute la pièce. « Oui, c'est moi. Tout le monde dort. Le vieux est complètement bourré. J'ai découvert des portefeuilles d'investissement, des relevés bancaires, tout le bazar. Il s'agit d'une somme considérable, » a déclaré l'homme, et l'expression de Lorraine est devenue grave. Ma femme est restée bouche bée lorsqu'elle a entendu son mari parler des finances de notre famille avec un inconnu. Demain soir, Lorraine va à sa réunion du club de lecture. « Arrête !» supplia Charlie avec colère. Elle y va tous les mardis, de 19h à 21h. C'est le moment idéal. Je peux t'expliquer? Lauren, taise-toi.
dit Lorraine d'une voix étrangement silencieuse. S'il te plaît, taille-toi et laisse-moi écouter. Implora Charlie au téléphone. J'ai déjà la clé du coffre-fort. Je l'ai prise plus tôt dans la journée pendant qu'il dînait. Ce vieux fou garde tout ce qui est important là-dedans. Dès que Lorraine eut fini de parler, elle porta la main à sa bouche, révélant de l'argent liquide, des bijoux, probablement d'autres informations bancaires. Comme si elle regardait un visage inconnu, elle fixa Charlie d'un regard humble. Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour le timing, mais mes dettes de jeu ne vont pas disparaître. Ces types ne sont pas vraiment patients. Si tu vois ce que je veux dire, des dettes de jeu, dit Lorraine à voix basse. Quelle dette de jeu? Persista l'enregistrement. David n'est qu'un vieux veuf solitaire, probablement reconnaissant d'avoir de la compagnie. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je regardais le visage de ma fille s'assombrir lorsqu'elle entendit le mépris cruel de son mari à mon égard. Son évaluation de ma faiblesse et son calcul glacial sur la manière de profiter de ma bonne volonté. Ce qui est génial, c'est qu'il ne se doutera jamais de la famille. Même s'il remarque qu'il manque quelque chose, Laurent lui fera croire qu'il a simplement égaré quelques affaires. Tu sais comment sont les personnes âgées avec leur mémoire? Laurent semblait abasourdi. La voix de son mari complotant pour exploiter sa confiance afin de voler son père. Fais-moi confiance, je dis. Tout sera réglé. Je dirai à Laurent qu'on a reçu une offre d'emploi dans un autre État, quelque chose d'urgent. On sera parti avant que le vieil homme comprenne ce qui lui arrive. L'enregistrement fut interrompu. Il y eut ensuite un silence assourdissant. Des larmes coulaient sur les joues de Lorraine tandis qu'elle regardait Charlie. Au bout d'un moment, elle murmura « Des dettes de jeu. Tu allais voler mon père. Lauren, écoute-moi. Tu l'as traité de vieux fou solitaire. » Elle se mit à pleurer. Charlie s'approcha d'elle, mais elle recula comme s'il représentait une menace, en disant « Tu allais le voler, puis disparaître en m'emmenant avec toi pour te couvrir. »« Combien ?» dit-elle d'un ton agressif. « Combien tu es dans le rouge? Ça n'a aucune importance. Et toi ?» Charlie baissa les épaules. « 47 000 $. Lorraine avait les jambes flageolantes tandis qu'elle parlait. Elle s'affaissa contre le cadre de la porte et fixa son mari. « Tu m'as menti pendant des mois ?» lui fit-elle remarquer. « À propos de tout, la perte de ton emploi, nos finances, la raison pour laquelle nous devions vraiment rester ici. J'essayais de te protéger, en prévoyant de voler mon père. » Lorraine poussa un cri. « En détruisant l'homme qui m'a élevé et en m'utilisant comme alibi ?» Charlie tenta à nouveau. « Lauren, nous pouvons trouver une solution, non ?» Sur ces mots, Lauren s'éleva et je pouvais voir l'acier qui renforçait son dos. « Non, on ne peut pas. Tu avais prévu de s'en prendre à mon père. Tu l'as insulté. Tu allais me faire croire qu'il perdait la mémoire pendant que tu le volais. » Charlie était dégoûté par son visage. « Sors d'ici. Lauren, quitte la maison de mon père immédiatement. » C'était la première fois que Charlie ne m'adressait pas la parole depuis que nous étions amis. Des paillettes continuaient de tomber de ses cheveux comme de la neige ternie, tandis qu'il restait immobile pendant encore 10 secondes. Finalement, il fut convaincu que son mariage était fini par quelque chose dans l'expression de Lauren. Une pure colère protectrice. « Ce n'est pas fini, dit-il d'un ton désagréable. Tu veux dire la moitié de notre dette, dit Lorraine d'un ton glacial. La moitié de tout ce que nous possédons m'appartient. J'aurai ma part. Je fus ravi de voir Lorraine s'approcher de lui, sans montrer aucun signe de recul, et lui répondre. Parce que c'est tout ce que nous avons, Charlie. Des dettes de jeu dont je ne savais rien. Je te poursuivrai en justice. Avec quel argent? Tu admets maintenant que tu dois 47 000 $ à des personnages louches. Comment vas-tu te défendre exactement? Les fanfaronnades de Charlie s'évanouirent. Une expression presque colérique traversa son visage, tandis qu'il me fixait du regard. Non, dit Lorraine avec fermeté, tout est de ta faute. Vieil homme, tu l'as monté contre moi, tu t'es débrouillé toute seule. Quand tu as décidé de planifier un cambriolage, au lieu de demander de l'aide, dernier recours. Charlie se souvint du moment où son père avait été insulté et où il avait été trompé pendant des mois. Il fit un geste vers la porte et dit « Lauren, nous sommes mariés, nous avons prononcé des vœux. » Lauren répondit « Tu as rompu ces vœux lorsque tu as prévu de commettre un crime contre ma famille.
Alors que Charlie acceptait le fait que son escroquerie était enfin terminée, je criais « Prends tes affaires et pars immédiatement ». La mauvaise conduite avait été éradiquée, fin de la tromperie. Adoptez une approche plus proactive. Loren l'avait entendu se condamner lui-même. Il quitta silencieusement la pièce, laissant une traînée de paillettes dans toute ma maison. Dans la chambre d'amis, il jetait violemment ses vêtements dans des sacs, et nous pouvions l'entendre. L'air complètement épuisé, Lauren s'est glissée dans ma chaise à côté de mon lit. Elle a dit « Papa, je suis vraiment désolée. Je l'ai fait entrer chez toi. Je t'ai mise en danger. Chérie, tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû voir les signes, les appels téléphoniques, la façon dont il te posait des questions sur ton argent. » Elle me regardait, les larmes coulant sur son visage. « Depuis combien de temps le savais-tu ? » « Depuis avant-hier soir. » Alors que Lorraine esquissait un faible sourire, elle dit « J'ai entendu cet appel téléphonique et j'ai su que je devais nous protéger tous les deux. » Malgré ses larmes, je ne pus m'empêcher de rire lorsqu'elle dit « La bombe à paillettes était géniale. » Elle a poursuivi. Je voulais qu'il soit pris en flagrant délit, ou plutôt en flagrant délit de paillettes. Charlie est réapparu à l'entrée, serrant 2 sacs qui avaient été préparés à la hâte et qui brillaient comme des cotillons perdus. « Len, pose ta clé sur le comptoir de la cuisine. » A-t-elle dit en évitant son regard. « Ne prends pas la peine de me contacter. Mon avocat s'occupera du tien. » Charlie s'apprêtait à protester, mais il sembla alors comprendre l'absurdité de la situation. Son départ fut suivi, 1 minute plus tard, par le bruit de la porte d'entrée qui claquait alors que la voiture de Charlie démarrait et disparaissait dans la nuit. Laurence et Mouché et moi restâmes assis en silence pendant un moment. Lauren me murmura « Je peux rester ici, ma chérie. Tu seras chez toi, ici, aussi longtemps que tu le souhaiteras. » 3 mois plus tard, alors que je préparais le café, Lauren descendit, toute pomponnée pour son nouveau travail à la bibliothèque du quartier. « Juste le temps de mettre de l'ordre dans ma vie, » dit-elle. J'avais toujours apprécié son souci de la perfection, et maintenant, elle l'avait transposé dans ses rituels matinaux. « Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. » Recroquevillée à la table de la cuisine. Elle s'est servie une tasse de café et m'a demandé « Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je répondu. « Tu regrettes ?» Piège à paillettes de Mars. Lui ai-je demandé en riant. Le divorce avec Lauren avait été prononcé 2 semaines plus tôt. Il ne manquait plus que la vidéo de son visage au moment où tout avait explosé. Charlie n'avait contesté aucun des points. Au milieu d'éventuelles accusations criminelles et d'une dette de jeu de 47 000 $, il devient difficile de se disputer le partage des biens. « La bibliothèque est-elle bondée aujourd'hui ?» demandai-je. L'heure du compte est à 10 heures. Ensuite, j'aide Mme Patterson à faire des recherches généalogiques. Lauren sourit largement. Elle hésita à l'entrée et dit « J'adore cet endroit. C'est calme, paisible, plein de gens qui apprécient vraiment les livres. » Après son départ, je me suis assis dans ma cuisine pour lire le journal et boire un café. Merci, papa, de m'avoir protégé, d'avoir géré tout cela avec tant d'élégance. Merci de m'avoir fait confiance quand cela comptait le plus. Personne n'essayait de profiter de ma générosité, et la maison semblait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Un SMS de Lauren fit sonner mon téléphone, et je ne pus m'empêcher de sourire. Lauren avait oublié de mentionner que Mme Anderson avait demandé si vous pouviez l'aider à installer un système de sécurité. Apparemment, votre approche créative de la sécurité domestique s'était répandue. Je me demande si la méthode de la bombe à confetti pourrait être brevetée. Une nouvelle saison commençait à s'installer à Cordelane. Comme avant l'incursion passagère de Charlie dans notre vie, mon quartier restait paisible et sûr. La justice est parfois rendue par les forces de l'ordre et le système judiciaire. Parfois, il suffit de suivre son instinct, d'être prudent lorsqu'on tend des pièges et de laisser les gens montrer leur vrai visage. Et parfois, la justice triomphe.